Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, entamé depuis 1999, se poursuit et a atteint sa vitesse de croisière. Avec la signature des accords d'Addis Abeba, le vote de la résurrection de la résolution 2098, ainsi que le renforcement du mandat de la MONUSCO, certains observateurs voient déjà une solution durable profilée à l'horizon. Comment commentez-vous ces longs processus 14 ans après? Composez le 081 890 63 15 ou bien le 081 890 43 39 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou assure la réalisation de cette émission, Nikon Gaka la supervise. Nous, J.R. Lugembo, coordonne cette émission donc avec Jean-Claude Sala à la mise en onde. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lugembo. Voilà, nous avons dans ce studio Vital Kamere, homme politique et témoin du processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Vital, bonjour. Bonjour. Voilà, la première question. Le processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, entamé, comme je l'ai dit en sommaire, depuis 1999, semble être très élastique. Plusieurs étapes et accords dont la RDC souscrit se sont succédés. Et quant à ce, évidemment, si vous pouvez nous situer dans l'historique de ces processus. Oui, je dois dire que c'est depuis 1960 que notre pays connaît des turbulences sans fin. Nous sommes spécialistes en conclusion d'accords, en dialogue et en résolution et engagement, sans prendre le soin de nous approprier d'abord notre propre souveraineté et aussi de prendre toutes les précautions pour appliquer ces accords. Vous vous rappelez très bien qu'en 1960 déjà, l'ONU était obligée d'intervenir au Congo et nous avions des querelles entre individus. Kasavubu Lumumba, Lumumba, Tshombe, Kimba, Mobutu, et puis finalement Mobutu Tshisekedi, Mobutu, Kabila, Mosengo, Tshisekedi, Kabila, et puis Kabila, Jean-Pierre Bemba, je m'arrête là. Mais nous devons dire aussi que tous ces accords-là n'étaient pas négociés de façon tout à fait appropriée, parce que si tel était le cas, nous aurions la paix aujourd'hui. Plus récemment, nous avons connu le génocide au Rwanda en 1994, déferlement de plus de 2 millions de réfugiés au Congo. On a signé l'accord de Lusaka le 10 juillet 1999. On a signé ensuite l'accord global inclusif le 17 décembre 2002. Mais avant ça, il y a eu l'accord avec le Rwanda le 7 septembre 2001. L'accord avec l'Ouganda le 6 septembre 2002. Mais nous avons eu aussi, à travers notre gouvernement, un accord privé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le CNDP, le 23 mars. Mais il y a eu aussi l'accord avec le Rwanda, un accord qui est resté secret jusqu'à présent, sur le déploiement des forces conjointes. Aujourd'hui, nous disons, est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser cette chaîne des accords sans lendemain? Et nous avons dit, le gouvernement apparemment n'a pas retenu la leçon du passé, puisqu'il va se cacher à Kampala pour discuter avec le M23, qui est un mouvement ici du CNDP. Dans la délégation du gouvernement, vous avez les membres du CNDP, son président, et de l'autre côté, vous avez les enfants du CNDP qui s'appellent M23. Alors, on va aboutir à quoi? À un fiasco. Et nous disons, le discours a évolué. Le CNDP, qui est devenu M23, au début disait que nous voulons un dialogue national. Le pays est mal géré. Nous voulons être tous ensemble pour que nous parlions de la bonne gouvernance, que nous parlions des élections aux vérités des urnes, que nous parlions de l'avenir de notre pays. Mais nous ne savons pas à quel moment, finalement, ils sont arrivés à ce qu'ils nous ont présenté dernièrement en disant qu'il faut déclarer l'Est du Congo comme zone sinistrée et dire que c'est eux qui doivent administrer l'Est avec une police spéciale, avec des unités spéciales. Nous disons, ça préfigure effectivement
un tableau inquiétant qui avait conduit à la balkanisation dans d'autres pays. Alors, M. Vital, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des accords, j'ai même devant moi le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le pacte de Nairobi, pour ne pas le citer. C'est vrai, mais au regard des observations faites par certains politiques et certains analystes politiques, on s'est dit la participation, au fait, l'intégration de la RDC aux organisations régionales et sous-régionales devrait en principe contribuer à la pacification et à la stabilisation. Il n'en est pas le cas. Oui, ce pacte qui a été signé le 15 décembre 2006, il y a très longtemps, ce pacte devait conduire justement à la pacification de la région des Grands Lacs. Mais ce pacte est le fruit des recommandations de l'accord global de Sun City. Quand nous avions discuté déjà à Sun City, nous avions dit que nous ne pouvions pas tout vider à Sun City. Et que comme notre conflit avait un volet interne, où nous avions le MLC, le RCD, bon, vous savez, nos rébellions ont la capacité de se multiplier comme, je ne sais pas, comme un effet instantané. Et nous avons eu RCD KML, RCD national, nous avons eu beaucoup de RCD, mais nous avons aussi beaucoup de Maïmaï, mais nous sommes mis ensemble. Mais nous avons oublié l'essentiel. Tout le monde s'est positionné, vice-président de la République, ministre, d'autres animant d'autres institutions, d'autres sont devenus des présidents de l'Assemblée de la transition ou députés de la transition, mais on a oublié l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'était les socles sur lesquels nous devons bâtir un nouveau Congo, c'est-à-dire l'État congolais avec comme épicentre l'armée nationale républicaine. L'essentiel c'est quoi? C'était la réconciliation nationale. L'essentiel, c'est quoi? C'est mettre en place une armée nationale restructurée, intégrée. Donc, tous ces objectifs du dialogue, entre autres l'élection présidentielle, les élections législatives, pas seulement à ce niveau-là, il fallait poursuivre au niveau provincial, municipal, local et sénatorial, mais nous avons fait jusque-là que les élections provinciales en 2006, présidentielles en 2006 et en 2011, mais nous avons les administrateurs, les chefs de chefferie, les chefs de groupement, et nommés par le PPRD jusqu'à ce jour. C'est inacceptable. Oui, monsieur Caméré, selon certains observateurs, ce processus a atteint sa vitesse de croisière avec la signature des accords d'Addis Abeba, le vote de la résolution 2098, ainsi que le renforcement du mandat de la MONUSCO. C'est quand même une solution durable qui profile à l'horizon. Et moi, je ne voudrais pas donner l'impression que le Congo, c'est un pays déjà vendu, ou c'est un pays irresponsable, qui attend tout de l'extérieur, et notre mentalité est devenue extravertie à l'image de notre économie. Nous devons d'abord nous approprier la souveraineté de notre pays. C'est d'abord notre pays. Le premier responsable, c'est d'abord nous. Et je dis l'élite congolaise, lève-toi et marche. C'est ton pays, c'est notre pays. Et nous disons, l'accord cadre d'Addis Abeba est venu parce qu'il y a un vide au niveau du leadership dans notre pays, puisque c'est dans la région et dans la sous-région. Je parle d'abord du Congo. Moi, je ne suis pas mandaté pour parler pour la sous-région. Je parle du Congo et je vais parler de la sous-région et de la région. Pour le Congo, quand vous voyez ce qui est préconisé dans cet accord, je l'avais dit quand j'avais fait ma sortie médiatique le 22 février 26 février 2013, juste après la signature de l'accord d'Addis Abeba. Quand j'ai dit on demande à la République démocratique du Congo de faire la réforme des services de sécurité, de faire la réforme de sa gouvernance financière, de se réconcilier, de se mettre dans le chemin de la démocratisation et de la décentralisation. Nous disons ça, ce sont des attributions régaliennes de l'État, ce sont des problèmes d'un gouvernement responsable qui n'a pas besoin de la communauté internationale pour le faire. Mais si la communauté internationale vient le faire à notre place, ça signifie que nous avons été des mauvais élèves, ou nous avons été fainéants, ils ont remarqué qu'il n'y a rien qui s'est fait. Alors le pouvoir, ayant horreur du vide, la communauté internationale est venue combler cette carence. Alors qu'en interne, l'Église catholique avait haussé le ton pour dire le 5 février déjà 2012, Messieurs Étienne Tshisekedi, Messieurs Kabila, Messieurs Kamere, ils nous ont écrit à nous trois, ils nous ont envoyé des mémorandas pour dire, pour éviter tout dérapage, mettez-vous ensemble et trouvez
et instaurer à la tête de l'État un leadership consensuel avec une vision d'un grand Congo. Approprions-nous la souveraineté de notre pays. Et j'ai dit, au niveau de la sous-région, je ne peux pas comprendre qu'au niveau du Conseil de sécurité, on ait déjà pointé le Rwanda comme agresseur, l'Ouganda comme agresseur. Notre gouvernement n'a cessé de le dire à travers son porte-parole que derrière l'M23 se cache le Rwanda et récemment maintenant il ajoute l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des choses l'une où notre gouvernement joue un double jeu, c'est-à-dire quand il parle aux Congolais, désigne le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs, et quand il se retrouve dans le concert des nations au Conseil de sécurité, il dit non, en réalité, nous sommes très bien avec le Rwanda et l'Ouganda. On doit pouvoir dire la vérité aux Congolais. Et moi, je refuse cette chanson habituelle de voir le malheur des Congolais à travers l'extérieur, à travers les autres. C'est comme disait l'homme de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Regardons-nous d'abord. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi on nous agresse? Pourquoi les gens entrent chez nous comme dans un marché? Le président Museveni disait dans une interview... Vous allez poursuivre ça, M. Kamere. Nous allons nous regarder en face. Pourquoi on nous agresse? Pourquoi et à quel niveau se retrouve actuellement le processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, en accordant bien entendu la parole aux auditeurs. 081 890 63 15. Parole aux auditeurs. Nous prenons la première série des auditeurs avec Gaston qui est à Idiofa, Théodore à Mbujimaï et Franck de Vienne. Gaston, bonjour. Merci à vous aussi. Voilà Gaston, vous avez la parole. Merci. Je pouvais, par rapport à mon intervention, commencer par, disons, les derniers arguments de notre invité concernant attaquer les vrais problèmes pour mettre fin, disons, à cette domination qu'a le Rwanda sur notre pays, à ces guerres, ces multiples guerres qui en soi causent des dégâts matériels, des vies humaines sont perdues et puis ça ne nous arrange pas. Moi, j'allais juste dire une chose, c'est que c'est vrai que le Rwanda avait contourné, c'est qu'il essaie un peu de mater, de dominer, contrôler le pouvoir central, afin de se protéger contre les dangers qui l'entourent aussi, entre autres, tous ces grands réfugiés-là, tout ce monde-là, les réfugiés qui se sont logés dans des pays, entre autres notre pays. Donc je pense que c'est une manière aussi de dire que le Rwanda doit se protéger à son avis par rapport à cette manière pour faire peur à ces gens-là, tout en dominant la RDC tout entière, toutes les portions qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement central. Oui, Gaston, sous le contrôle du gouvernement. Oui, Gaston, si on peut aller droit au but, parce que la question est claire. Comment commentez-vous ce long processus 14 ans après? D'accord, mais c'est parce que les débats en soi, j'ai constaté que c'est ça les débats, mais on est allé outre. Mais moi maintenant, je vais m'argumenter par rapport à la démocratisation dans notre pays. Je pense que ce nom ici nous a été collé. C'est un nom collé dans notre pays, conçu par les colons, ça personne ne l'ignore. Mais nous n'avons pas l'esprit démocratique en nous. Nous ne vivons pas la démocratie, spirituellement parlant. Donc la démocratie, c'est une vie. Nous pouvons nous doter de bonnes institutions, à parlement, présidence, gouvernement, les cours et tribunaux. Mais lorsque nous n'avons pas l'esprit démocratique en nous, ça ne peut pas se manifester. Voilà. C'est là que je pouvais, disons, dans le cadre de cette émission, dire que sans, par exemple, ces 4 valeurs que je considère, moi, comme éthique, morale, on ne pouvait prétendre avoir la démocratie et vous allez constater que nous ne retrouvons pas. Voilà, alors Gaston, je crois que il en va aussi pour ceux qui vont intervenir un peu plus tard, hein, parce que nous disons que le processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la RDC entamé depuis 1999 se poursuit et a atteint sa vitesse de croisière. Avec la signature des accords d'Addis Abeba, les votes de la résolution 2098, ainsi que le renforcement du mandat de la MONUSCO, certains observateurs voient déjà une solution durable profilée à l'horizon. Alors comment vous commentez ce plus long processus, hein, 14 ans après? Théodore, vous êtes en Mbujimaï, bonjour. Allô? Théodore, bonjour. Bonjour, Gérard. Vous avez la parole, Théodore. Et bonjour à notre invité qui a vraiment
étaler et puis dresser vraiment la scène depuis 1960 à ce jour, c'est vraiment bien. J'ajoute seulement pour dire que le processus de stabilisation de l'Est du pays, après l'annonce du déploiement de brigades d'intervention, pose un problème. Lequel? Les réfugiés autour-rwandais avaient choisi comme terre de refuge la République démocratique du Congo pour un temps déterminé, envie de retourner chez eux. Fort malheureusement, notre État ne les avait pas désarmés. La plupart des rebelles traitent aussi avec eux, et des fois, ces réfugiés violent et pillent les richesses du pays. Aujourd'hui, au lieu soit de chercher pour eux un autre pays d'asile, le du Rwanda, comme ils ne veulent pas toujours retourner chez eux, on veut les naturaliser congolais. Pour moi, c'est une erreur permanente auprès des initiateurs de cette démarche. Pour terminer, il faut vraiment stabiliser l'Est et le Nord Katanga par la voie des brigades d'intervention. Cela nécessite l'inclusion de la MONUSCO, parce que MONUSCO maîtrise le Congo. Il maîtrise du nord-sud, de l'est à l'ouest. C'est ainsi que je demande qu'on puisse inclure la MONUSCO comme il maîtrise, et qu'il soit la locomotive tirant toutes les brigades d'intervention jusqu'à la frontière de l'est-ouest, du sud au nord. Voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup. On le saura avec notre invité parce qu'il a été parmi le premier à pouvoir participer à l'élaboration des accords que nous appelons les SOFA, et quand la MONUC est arrivée. Je crois qu'à ce moment-là, il pourrait nous éclairer là-dessus. Merci Théodore d'avoir appelé. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour Franck. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre excellent invité au studio. Bonjour. Voilà, Franck, vous avez la parole. Vous venez de suivre Théodore qui, au fait, pose le problème de la naturalisation de réfugiés rwandais sur le sol congolais, et aussi l'implication de la MONUSCO dans cette, disons, dans la lutte pour neutraliser les forces négatives. Vous avez la parole, Franck. Je vous en prie pour la parole. Il y a un principe, là, un adage latin qui stipule ceci: toute la tête apparaît vite. C'est pas pour nous réjouir par rapport à tout ce qui s'est fait dans notre pays, mais c'est pour la simple raison que cette guerre de l'Est du Congo, cette peine imposée au peuple congolais, cette ruse, cette mesquinerie dont le peuple congolais est victime depuis plus d'une décennie, a tellement duré et on en a assez. Monsieur le journaliste, vous venez, disons les compatriotes congolais avertis, nous savons que cette guerre qui sévit, sous forme de rébellion, des viols de nos mamans et sœurs, des pillages de nos ressources, serait la résultante d'une vaste complicité au niveau international, national, local et aussi régional. Moi, je m'intéresse aux réactions des ténors du M23. Quand ces ténors du M23 pensent faire face à cette brigade mandatée par les Nations Unies, quand ils pensent se préparer pour leur barrer la route du succès, c'est parce qu'ils savent par qui seront parrainés, par qui ils sont soutenus. Selon moi, tous les décideurs occultes réunis au sein de certains lobbying, au sein des firmes internationales, tous ces concepteurs visibles et invisibles dans certains gouvernements des États forts de la planète, et aussi avec leurs agents d'exécution au niveau local, que sont nos compatriotes congolais, sont mis devant leurs responsabilités. Moi, je trouve que la communauté internationale et les dirigeants congolais doivent maintenant arriver à nous dire la vérité, parce que on ne peut pas continuer à assister à des scènes et à des scènes. Dans l'entretemps, nous perdons nos compatriotes, nous perdons nos mamans, on est vraiment acculés comme si dans ce pays-là, il n'y avait personne. Oui, Franck. Donc, Franck. le défi est là devant nous. Je crois que Franck, on doit se prononcer pour... Oui, Franck, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire? Parce que d'aucuns pensaient que l'intégration de la RDC aux organisations régionales et sous-régionales devait en principe contribuer à la pacification de l'Est. Oui, je crois, je peux consentir à tout ce que vous dites là. Mais quand on voit comment ça se passe, la RDC est agressée, on cite le Rwanda, on cite l'Ouganda, et les négociations vont se tenir en Ouganda. Et nos dirigeants n'arrivent même pas à dire exactement aux Rwandais que vous êtes responsable de ceci, vous êtes responsable de cela. Mais M. Gilles, même si à diplomatie on ne dit pas exactement
ce qu'on doit dire, mais quand même au niveau où nous sommes arrivés, on doit aussi se donner du courage pour dire que non, on en a assez. Donc moi je crois que cette hypocrisie ne va pas nous amener quelque part. Donc il faut qu'on restructure l'armée, parce que lors d'une des émissions, j'avais dit aucun État responsable de la planète ne peut penser protéger toutes ces frontières à base de forces venant de l'extérieur. Donc ça ne peut pas aller. Quand il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de justice, c'est tout à fait normal qu'on assiste à de telles situations. Et quand il n'y a pas de volonté politique, quand il n'y a pas de vision, mais qu'est-ce qu'on peut encore dire? Franck, merci beaucoup. Le dossier est là devant. Oui, Franck, merci beaucoup d'avoir appelé, hein, parce que vous avez vraiment beaucoup à dire, et il y a d'autres auditeurs qui attendent aussi, notamment Jadot de Lubero et Guillaume Amagui. Jadot, bonjour. Bonjour, Jerry Lungembo, bonjour tous les auditeurs de la radio Capi, que je souhaite bon anniversaire. Vous savez, aujourd'hui, 30 avril, la TA est en train de totaliser ses 4 ans, si pas 3 ans comme ça. Et, en fait, la thématique qui constitue la question du jour, c'est une thématique importante. Tout simplement parce que Jerry Lungembo, moi, je pense que les menaces qu'on fait l'M23, nous ne devons pas les lire sous les aspects négatifs seulement. Parce qu'il y a lieu de se poser la question de savoir, cette brigade d'intervention, lorsqu'elle arrive pour neutraliser les forces négatives, est-ce que ces forces négatives sont bel et bien identifiées? Parce qu'il faut parler par exemple de Maïmaï. Ici à Lubero, chez nous, ils vivent avec la population. Est-ce que ce n'est pas une manière encore de venir tuer les civils congolais qui sont déjà meurtris pendant plus de 20 ans de guerre où ils sont en train d'être exportés, tués chaque jour au viol? Voilà, donc merci beaucoup Jadot, parce que là vous craignez que le processus puisse encore devenir encore plus élastique, surtout par rapport à la situation qui sur place là-bas à Lubero, avec les Maïmaï qui changent, ils vivent dans le milieu avec les civils. Donc on va voir ça avec notre invité, le temps pour nous, parce qu'il s'agit là des interventions peut-être directes. On peut s'arrêter par cette première série et des auditeurs. Monsieur Caméré, c'est vrai, il y a un problème de la naturalisation des réfugiés posé par Théodore. Et aussi cette inquiétude de Jadot en ce qui concerne le Maïmaï. Alors nous nous situons maintenant dans les contextes passés et d'aujourd'hui. Parce que si autrefois il y a eu des interventions déjà à Temix, à l'Ituri, et qui a en tout cas pratiquement bien marché, nous pouvons aussi dire que, comme je l'ai dit en sommaire, qu'il y a quand même, disons, l'espoir peut encore naître par rapport à tout ce que nous vivons. Mais quelles seront les difficultés? Parce qu'est-ce qu'on peut mettre tout ce que les autres ont évoqué dans les comptes des difficultés qu'on va rencontrer actuellement? Je vais dire 3 choses. D'abord, je vais parler des préalables. Et je vais parler du contexte, des préalables et puis des voies de sortie. Et j'apprécie beaucoup les interventions des uns des autres. Je voudrais dire que le contexte de l'époque qui avait prévalu au déploiement d'Artemis à l'Ituri, bien sûr, nous étions en guerre, mais nous venions en même temps de signer l'accord global inclusif le 17 décembre 2002 à Sun City. Ce qui fait que Jean-Pierre Bemba était à Kinshasa, Rouberois était à Kinshasa, Moussa Nyamwisi était à Kinshasa, et on avait eu le gouvernement 1+4. On avait fait venir Thomas Lubanga à Kinshasa, Jérôme Gakouavou à Kinshasa, Ndjabou à Kinshasa. Ce sont des chefs de guerre de l'Ituri de l'époque. Donc on avait coupé la tête de la troupe. Et les Français, avant de venir, ils ont pris des renseignements sur le terrain, ils ont fait la cartographie pour dire, voici les groupes réfractaires, puisqu'il faut d'abord, au regard du droit international, donner aux gens l'occasion de se désarmer, de se démobiliser de façon volontaire. Les récalcitrants, ceux qui sont réfractaires à la paix, ils subissent la loi de la force qui arrive. Ça a été fait, il y a eu collaboration au niveau national, il y a eu collaboration au niveau local, la population a très bien compris de quoi il s'agissait, et il y avait un minimum de cohésion nationale, il y avait le consensus de sanctions. Il y a eu sensibilisation en amont. En amont, exact. Donc tout le monde a contribué. Mais le contexte actuel, nous sortons des élections chaotiques qui nous ont engendré une crise de légitimité, qui a miné la cohésion nationale et qui a entamé le consensus national. Kabila et Tshisekedi se regardent en chien de faïence. Kamere est aussi regardé comme un chien de faïence et vice-versa vis-à-vis de Kabila. Et nous disons, comment dans ce contexte-là,
nous allons agir pour aider cette brigade d'intervention qui vient à l'Est. La solution, elle n'est pas exhaustive, mais elle est dans l'accord cadre d'Addis Abeba. On dit Congolais, réconciliez-vous. Congolais, démocratisez votre pays. Congolais, soyez tolérants entre vous. Et nous disons qu'il y aura des difficultés effectivement à l'Est du Congo. C'est pourquoi je voudrais parler des préalables. La brigade d'intervention ne peut pas aller à l'Est du Congo comme ça, sinon nous allons vivre ce que les Américains avaient vécu en Somalie. C'est une terre inconnue, avec des montagnes, avec des groupes armés mal identifiés et dont le leadership ne collabore pas à ce qui va se passer. C'est pourquoi moi je dis ceci. Il ne faut pas aller brutalement dans cette affaire. Le M23 est là. Moi je crois qu'il faut couper le M23 de ses soutiens extérieurs, le prendre au mot. Messieurs, vous avez des revendications, venez avec vos revendications dans le cadre d'un dialogue de tous les Congolais. Nous ne voulons pas des conciliables dans un coin, venez. Mais nous devons dire que les gens ne doivent plus s'élever. Mais il ne sera plus question... Le dialogue de Kampala, M. Kamere, c'est un dialogue, c'est la volonté de la sous-région, c'est la volonté régionale. Non, pour moi, je n'hésiterai pas à dire, et je l'avais dit dès le départ, que ça allait se solder par un fiasco, parce qu'il s'agit là d'évaluer un accord privé qui n'a rien à voir avec les aspirations du peuple congolais. J'avais donné ces conseils aux uns et aux autres, et moi je crois qu'il faut venir, qu'ils nous disent, mais il ne sera jamais question de faire la prime à la guerre, comme à l'époque, où on va prendre un caporal devient général. Nous allons avoir encore l'affaiblissement de notre armée. Il est temps que nous puissions arrêter cette blague. Nous disons, nous avons plus de 40 groupes armés dans l'est du Congo, les Katakatanga, les GDO, les Maïmaï Rayamutomboki, jusqu'à Dungu. C'est un territoire aussi grand que l'Europe de l'Ouest. La problématique de Maïmaï, il l'a évoqué. Il faut faire attention. Les Maïmaï appartiennent aux ethnies locales. Mais les Maïmaï, leur histoire, c'est quoi? Les Maïmaï avaient été créés par le gouvernement congolais. Au moment de l'agression, M. Laurent Désiré Kabila avait dit « Chacun doit se prendre en charge là où il est ». Et on a créé des forces d'autodéfense. C'est la suite qui a été mal gérée. On a abandonné ces jeunes gens à leur triste sort. Il y a eu des injustices dans les attributions des grades. On a privilégié les CNDP et on a oublié les autres Maïmaï. Et sont devenus finalement, au lieu d'être défenseurs de nos populations, ils deviennent eux aussi un danger pour la population. Ils échappent au contrôle et du gouvernement et de leurs leaders. Alors nous disons qu'il faut proposer au FDLR, au NALU et aux autres groupes armés étrangers les DD avec 3 R, c'est-à-dire désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion, réinstallation. Et ces gens doivent savoir qu'ils ne sont pas chez eux au Congo. Et il me semble, d'après les informations à ma possession, les FDLR sont disposés à accepter ce mécanisme. Et donc, ceux qui auraient peur pour rentrer chez eux, puisqu'il faudra demander aux Rwandais de préparer les conditions de les raquettes, la communauté internationale, et j'accepte ce que Théodore a dit, Théodore Ngoï, c'est un ami qui a donné à partir de Moujimaï, il a dit clairement, on a laissé passer ces gens avec armes, bagages, chèvres et argent pillés à la Banque centrale au Rwanda. Alors qu'il y avait 2 missions des Nations Unies, là-bas, en plus de l'armée congolaise. Il y avait la turquoise, il y avait la minoire. On ne les a pas désarmés et on les a mis dans le même camp avec les civils. Et quand il y a la tripartite entre les Zaïre de l'époque, le Rwanda et les Asser, les résolutions avaient été prises pour qu'on les éloigne au-delà de 150 km de leur territoire. Et au moment de passer à l'opération, les Nations Unies ont dit qu'ils n'avaient pas la logistique et on a demandé aux aides de les garder là-bas. Oui, et le prétexte est arrivé. L'agression a commencé en 1996. M. Laurent Désiré Kabila est venu sous l'étiquette de la libération, mais c'était une guerre avec des engins. Lui croyait libérer les Zaïre, alors qu'en sous-main, on était justement en train d'occuper les Zaïre. Mais aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas les accords. Quand nous lisons Pacte de Nairobi, quand nous lisons les accords d'Addis Abeba, on se rend compte que tous ces problèmes que vous évoquez, notamment même les problèmes que viennent d'évoquer les auditeurs, Maïmaï et les groupes armés, bien que c'est vrai, on les cite comme ça, en vague, mais les problèmes est réel et très bien défini dans tous ces accords-là. Mais comment on n'arrive pas à la solution? Non, maintenant nous avons une innovation. Il ne faut pas dire que ce qui se fait est négatif. C'est pour la première fois qu'on inclut
inclut au sein d'une force des Nations Unies une brigade avec un mandat offensif. Ce mandat est à la fois offensif et dissuasif. Ne vous leurrez pas, 2700 hommes ou 3000 hommes, ils ne peuvent pas évoluer de Tanganyika jusqu'à Dungu, ça sera impossible. Mais que ferait, la question qu'on se pose, que ferait en même temps les 17 000 autres hommes de la MONUSCO? Quel serait leur rôle à ce moment-là? Et en même moment, que ferait la multitude des unités des forces armées de la République démocratique du Congo? Si on se réfère à l'histoire des guerres, prenons le cas du Japon, la Deuxième Guerre mondiale, tout commandant qui allait en guerre et qui perdait, il se suicidait. Et les autres qui partaient avec les avions, quand ils n'arrivaient pas à tel objectif, ils se jetaient, ils mouraient parce que c'était la honte, puisque pour un militaire, il faut défendre sa patrie jusqu'à la goutte du sang. C'est ça le serment qu'on prête. Mais chez nous, nos militaires, les pauvres militaires, qui sont déjà infiltrés par le mixage et le brassage, ils sont mal nourris, et nos généraux, attendez un instant, n'ayez pas peur, nous avons dit la vérité au peuple, parce que, non. Ils reviennent, nous voyons les généraux jubiler ici avec les membres du gouvernement. Nous n'avons appris personne qui a été défait. On va accorder encore la parole. C'est très important. La parole aux auditeurs et puis on va revenir à vous, M. Caméré. Vous êtes la radio des Nations Unies, n'ayez pas peur de dire la vérité. Non, tout à fait. Guillaume qui est à Mahagi, Rifin est à Kikwit et Médard à Kananga qui pourraient aussi peut-être vous donner leurs préoccupations et leurs inquiétudes. Guillaume, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, Gérard. Voilà, Guillaume, vous avez suivi notre invité et également vos prédécesseurs. Vous avez la parole. L'invité Vital Kamere, je le salue. Je vous salue aussi, Guillaume. J'ai la parole, bien sûr. Donc, je commence d'abord à poser une petite question. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les gens sont particulièrement vous. Parce que beaucoup touchés et trop intéressants par l'arrivée de la brigade d'intervention. Alors, je voudrais seulement poser une petite question là. Mais c'est une question que le vidéo va répondre et vous, les journalistes de la presse, vous allez commenter. Qu'allons-nous faire à l'état où la brigade d'intervention joue comme la communauté internationale présente au Congo qui échoué dans leur mission? Ça, c'est d'abord la première question avant de commencer mon débat. Ok. Aujourd'hui, 14 ans après, oui, nous avons un État dans un État. Un État dans un État aujourd'hui, hier. Je crois que ce n'est pas peut-être, c'est une honte, je ne sais pas si quelle qualification il faut donner à ça. La communauté internationale... Oui, Guillaume, quand vous dites nous avons un État dans un État. Guillaume, oui, Guillaume, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Quand vous dites que nous sommes un État dans un État, ça veut dire quoi, pour éclairer un peu la lanterne? Mais cher, je crois que ça, ce n'est pas la question qu'il faut me poser. Nous avons un État dans un État aujourd'hui. Nous avons à Ruchuru, il y a l'État MV3, il y a les documents de MV3, il y a les véhicules qui passent, les véhicules sont certifiés. Peut-être il y a déjà là que les MV3 on sont attaqués comme des, je ne sais pas si des administrateurs. Peut-être après ça, ils vont aussi augmenter dans leur CV que bon, moi, à telle période, j'ai travaillé à Ruchuru, j'étais tel. Bon, c'est pour cela que nous avons un État dans un État, avec la présence de la communauté internationale présente aujourd'hui. Alors si je continue peut-être avec mon débat, avec mes interventions, aujourd'hui je trouve 14 ans aujourd'hui, c'est la naissance et l'anniversaire de tous les virus de l'Est. Parce que cet accord-là, c'est cet accord-là qui nous a créé tous les virus. Parce que les gens sont partis signer alors qu'ils ne savaient pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, on voit que le viol est devenu une arme de guerre. La violence est devenue une voie qui amène les gens au pouvoir. Je crois que le Vital Kamere ne peut pas me contredire. Si j'analyse encore, hier, suivez-moi bien. Oui, allez-y rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent. Tel qu'hier en Ouganda, au Rwanda, où les dictateurs ont eu à permis, où les dictateurs ont permis d'asseoir le pouvoir. Mais ce qui se passe au Congo, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, très clairement et très sincèrement, les Rwandais ici les pieds de la guerre en RDC à travers les MV3. Donc, quant à ce qui concerne le processus politique, donc le processus politique aujourd'hui est devenu un processus d'une politique de la théâtralisation. Donc, pour trouver des gars, peut-être il faut passer par des Maïma, il faut être des Maïma et à Koutoumba, jouer peut-être rester dans la brousse une semaine, après ça trouver une petite promotion, aller au sein du gouvernement. Donc, tout ce qui se passe là, ça nous est
m'intéresse pas. Donc, je qualifie que le processus politique d'aujourd'hui, c'est de la théâtralisation. Donc, moi, ce que je veux dire, peut-être à mes patriotes congolais, nous sommes tous propriétaires du Congo. Donc, voilà, merci beaucoup Guillaume, parce qu'il y a beaucoup, on a beaucoup à dire, mais il est temps que nous accordons aussi la parole à d'autres auditeurs qui attendent, qui sont en ligne depuis très longtemps. Ruffin, vous êtes à Kikwit, bonjour. Bonjour JR, je salue aussi l'invité M. Vital Kamerhe qui est là. Je dirais que les accords qu'on signe souvent au Congo sur notre pays aboutissent souvent à des échecs. Nous avons les accords de Lusaka qui visaient les intégrations, l'intégration des armées étrangères. Mais en fait, les armées rebelles par exemple. Mais en fait, ces accords ont abouti à la désintégration de nos forces armées. Parce qu'il y a eu la démobilisation, il y a eu les mixages, il y a eu tous ces termes-là qui n'ont rien fait pour que notre armée devienne une armée compétitive pour défendre notre territoire. Donc, les accords de Lusaka, pour moi, sur le plan de l'armée, a vraiment été un échec. Alors, j'ajouterai aussi pour dire que le problème que nous devons évaluer pour notre pays, souvent, nous ne tenons pas compte de ce qui est sur le plan extérieur, surtout en ce qui concerne la duplicité du gouvernement américain, en ce qui concerne notre pays, le Congo. Vous savez, le gouvernement américain fait semblant de nous soutenir, mais en même temps, soutenir les rebelles. Voyez dernièrement comment le M23 est en train même de défier toute une armée internationale. Oui, nous avons suivi, ils ont multiplié intensement donc leur communication contre cette brigade. Oui, alors, c'est pour vous dire que, en ce qui concerne la brigade qui va même venir, je mets en doute la réussite de cette brigade. Je vous avais dit la fois passée, d'ailleurs, la composition de cette brigade laisse à désirer. Ce sont des pays anglophones, ce sont des pays qui entretiennent de bonnes relations avec nos agresseurs, le Rwanda, l'Ouganda. Je parlais même de la République sud-africaine, la Tanzanie, qui a même des liens d'affinité avec ces pays dont je venais de citer ici. Mais je terminerai par ceci. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain, avait déclaré, parce que cette déclaration est très importante pour comprendre un peu la position que nous sommes en train de suivre, la position militaire. Herman Cohen avait dit ceci. Même après les élections de 2006, il sera difficile pour le gouvernement congolais de contrôler le Nord Kivu. Même la MONUSCO, avec ses 17 000 hommes, ne sera pas capable de mettre fin à la guerre, car c'est une guerre des minerais. Le Rwanda, pays pauvre, a besoin des minerais du Congo pour son développement. Pour mettre fin à cette guerre, il faut un partage des richesses du Congo avec le Rwanda. Il faut aussi que le Congo cède une partie de son territoire pour résoudre le problème démographique du Rwanda. D'ailleurs, dernièrement, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda dit que la solution n'est pas une solution militaire mais politique. Voilà, Ruffin, je crois que on va parce que voilà, nous risquons de perdre des idées. Mais Monsieur Kamerhe, vous avez suivi vraiment les enjeux sans détail. Hein. Oui, ils sont détails. Oui. Comme le dit notre ami de Kikwit, effectivement, nous devons savoir lire la carte de l'Afrique et la carte du Congo. Mais regardez, la Libye a été attaquée sous prétexte qu'on devait mettre Kadhafi de côté, dictateur. Mais aujourd'hui, après Kadhafi, c'est les troubles qui sont restés derrière. Mais cette déflagration, je ne dis pas territoriale, mais des troupes. Mais nous avons le Mali qui est en ébullition. Il y a des atrocités qui augmentent du côté du Niger, du côté de l'Algérie. Mais on descend. Si nous prenons l'Éthiopie de l'époque, beaucoup de gens ont oublié que l'Éthiopie de l'époque incluait l'Érythrée et même la Somalie. Mais c'est à la suite des interventions. Quelqu'un a posé la question, quand ça échoue, qu'allons-nous faire? En cas de réussite ou d'échec, nous devons nous préparer. Quand ça échoue, c'est la balkanisation, puisqu'ils vont dire, nous, la communauté internationale, n'allons pas accepter d'essuyer un échec. On va mener des forces qui vont venir s'asseoir, peut-être on va couper une partie de notre territoire. Nous l'avons vu avec l'Érythrée, nous l'avons vu au niveau de la Somalie. Nous disons, nous pouvons regarder l'histoire de la Yougoslavie.
La première intervention était un échec, mais la deuxième était musclée, et puis le pays a été disloqué. C'est la balkanisation. Et chez nous, quand on commence à dessiner la carte, nous disons attention à la communauté internationale. Si le plan sociologique, le Congo n'est pas l'Éthiopie, le Congo n'est pas la Yougoslavie. Nous n'avons pas d'un côté les Bosniaques et les Serbes. Nous sommes un peuple congolais uni et nous nous aimons, nous nous marions entre nous, nous avons des intérêts dans le Bas-Congo, dans le Kivu, en Bujimaï et à l'Équateur, qui fassent attention avec les petits calculs à partir des laboratoires extérieurs. La duplicité. Mais avec la sonnette d'alarme sur avec les réfugiés. Oui, la sonnette d'alarme, il faut faire attention. Quand nous disons que les réfugiés qui sont chez nous, il faut savoir comment il faut le gérer, il faut les DDRR, et tous ceux qui vont résister à cette opération-là vont faire l'objet d'attaques de la force d'intervention. À ce moment-là, on peut créer des camps de transit. Ceux qui ne veulent pas être attaqués, ils se mettent dans les camps de transit, on les protège là-bas, en attendant leur destination future. Mais nous n'avons plus besoin des Interam, nous n'avons plus besoin des LRA et des Nalou. Les Maïmaï qui nous écoutent en ce moment, vous qui êtes Congolais, nous savons que votre naissance a été motivée parce que vous ne vouliez pas qu'on arrache un seul périmètre carré de notre territoire. Mais vous ne devez pas tuer vos semblables pour cela. Et si on vous offre l'occasion de vous démobiliser, démobilisez-vous, on va créer des centres de formation pour que vous deveniez de producteurs au niveau agricole, dans une brigade agricole, pour que vous remplaciez les Chinois qui mélangent le ciment chez nous. Est-ce qu'on a besoin d'un Chinois pour mélanger le ciment? Mais c'est Maïmaï peut le faire. On a besoin d'un Chinois pour qu'on ait et on lui donne $100 à la fin du mois. Vous croyez que c'est Maïmaï va retourner encore dans les groupes armés? Mais en même temps, nous disons aux pays voisins, ils sont 9, et nous disons à la communauté internationale, si nous démobilisons les Maïmaï, si nous démobilisons tout le monde, il ne faut pas que ça soit un prétexte pour rentrer chez nous. Mais nous disons sur le gouvernement congolais, nous disons à nous-mêmes les élites congolaises. La brigade d'intervention vient, mais elle ne remplacera jamais l'État congolais. Nous pleurons comme des petits enfants. Commençons dès à présent, n'est jamais bien trop tard pour bien faire. Construisons l'armée, puisque cette brigade doit avoir une durée. On n'a pas donné la durée, c'est une année. Mais après une année, on doit être en mesure de prendre les relais. Il ne faut pas que quand la brigade parte, après on pleurniche encore pour qu'elle revienne. Non, il faut commencer maintenant. M. Laurent Désiré Kabila en avait l'occasion. Quand il est venu avec les Kadogo, ils étaient très frais. Mais il y avait des experts ici, des ex-phases. On les a envoyés dans les mouroirs à Kitona, alors que c'était l'occasion de dire, maintenant, moi, M. Laurent Désiré Kabila, je vais construire une armée véritablement républicaine et le Congo allait démarrer. Il n'y aura pas de développement sans armée. Voilà, Vital Kamere, nous allons accorder à nouveau la parole à nos auditeurs et à Médard qui est à Kananga, Ernest à Matadi et Olivier à Kinshasa. Médard, bonjour. Bonjour Gérard, bonjour à mon président Vital Kamere. Bonjour. Merci Médard d'être le nôtre. Votre point de vue. Je voudrais tout d'abord vous dire que les histoires de la fidèle là, quand elles sont commencées, nous ici, on avait 5 ans. Et jusqu'aujourd'hui, 14 ans, la situation continue à être dramatique. C'est le fait qu'il y a une chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les Congolais eux-mêmes se mettent autour d'une même table pour essayer d'évaluer. Majorité, opposition, société civile, tous autour d'une même table pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que nous faisons pour que nos voisins nous agressent. Parce que vous allez voir, même si on faisait appel à 2-3 brigades, rien ne va changer si les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience pour les affaires de leur pays. Et à la fin, je voudrais demander à mon président, si c'est lui qui était le président de la République, quelle méthode qu'il devait donc appliquer pour que cette situation puisse prendre fin. Voilà, ça c'est une question directe qui concerne qui concerne l'invité, mais on va revenir sur ça après parce que nous parlons d'une manière globale. Le processus politique pour la stabilisation, au fait, cette affaire concerne tous les Congolais et voilà, y compris Monsieur Vital Kamere qui est d'abord congolais et aussi homme politique et témoin du processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est à ce titre-là que nous l'avons reçu et nous avons souhaité également élargir les champs des invités. Mais notre cahier des charges ne nous permet pas d'avoir autant ou 10 ou 15 mai. Nous avons besoin plutôt des interventions des auditeurs. Alors Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour. Bonjour JR. Vous avez la parole Ernest. Merci bien. Je salue l'invité que nous avons pris pendant la campagne jusqu'à ce jour.
là-bas pour des raisons personnelles. Mais je dis rapidement, durant une décennie, il nous a été difficile, nous Congolais, de gagner la guerre. Alors comme nous n'avons pas gagné cette guerre, je pense que nous devons aujourd'hui ensemble gagner la paix. Je dis ensemble, avec R majuscule. Ensemble, nous sommes obligés de gagner la paix. Mais pourquoi il y a eu des ratés pendant ces 14 ans? Je crois qu'un témoin vivant qui est invité aujourd'hui, il a dit des choses aussi intéressantes et vérifiables. Mais pour moi, c'est que si nous avons raté la marche de la pacification de notre pays, les grands Ituri et les Kivu, sans négliger les Katanga, parce que nous avons négligé 3 petits principes. Le premier principe, c'est le principe d'égalité. Si nous gagner le respect dans notre pays, il fallait déjà se mettre au-delà de se considérer qu'il n'est pas pour la paix, nous avons perdu, nous allons gagner. Voilà, Ernest, on a difficile à saisir ce que c'est dont vous parlez là. Ernest, est-ce que vous pouvez changer la position là où vous êtes? La position. Oui, parce que c'est difficile, on ne peut pas vous garder sur les antennes avec cette mauvaise qualité des communications. Ok, je dis, le premier principe, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire, dans ce principe, on doit considérer que nous n'avons pas tous perdu, et nous avons tous gagné ou nous avons tous perdu. Mais or, l'objectif, c'est de gagner la paix. Dans ces conditions, il n'y a pas de vainqueurs ni de gagnants. Et le deuxième principe, c'est la réconciliation effective. Il faut une réconciliation que les passages obligés pour une coopération intime dans le processus de pacification du Congo et d'établissement de la région des Grands Lacs. Le Rwanda n'a pas besoin de voir le Congo souffrir et le Congo n'a pas besoin de voir le Rwanda souffrir. Nous sommes liés à la nature et à l'histoire. L'enfer, le troisième principe, c'est la réalité et l'utilité. Quelle est la réalité de notre situation? Quelle est l'utilité de la paix ou de la guerre que nous voulons entretenir dans notre région? Si nous prenons tous ces principes ensemble, je pense que nous allons gagner la paix et il n'y aura pas de perte de vie humaine. Parce qu'une personne qui tombe dans cette région, c'est vraiment une perte énorme pour nous tous ici. Donc, nous avons besoin des amis extérieurs pour nous aider, mais en avant-garde, en avant-plan, il faut réformer l'armée. Merci beaucoup, Ernest. Merci beaucoup, Ernest. Je crois qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. On ne saura pas vous retenir le plus longtemps possible. Olivier est à Kinshasa, bonjour. Bonjour, JR. Bonjour au président Kamere. Bonjour. Je salue la pertinence de l'analyse et le sens du patriotisme. Je voudrais commencer par poser une question directement au président. Qu'est-ce qui a empêché? Nous savons qu'il a toujours milité pour qu'une force du genre Artemis intervienne aussi au Nord Kivu, le genre de force qui a intervenu dans l'Ituri en 2003. Qu'est-ce qui a empêché qu'une force de ce genre-là puisse intervenir dans le Nord Kivu au lieu qu'une brigade de casques bleus intervienne aujourd'hui? Merci beaucoup, Olivier. Lambert, on va terminer avec vous. Vous êtes à Kinshasa également. Bonjour, Lambert. Bonjour, Gérard. Votre point de vue? Moi, je voudrais tout simplement dire à M. Kamere qu'il est acteur dans ces dossiers de la guerre de l'Est. Il ne peut pas se dédouaner aujourd'hui parce qu'il connaît la vérité. Et nous, les Kinois, nous disons que c'est parce que la majorité de nos dirigeants sont des gens de l'Est, c'est comme ça on fait ce théâtre-là à l'Est. Le jour où les choses pourraient changer et quelqu'un de l'Ouest dirige ce pays, moi je pense qu'on aura à mettre la fin avec cette histoire-là du Rwanda. Le Rwanda n'est pas né pour bataille. On peut continuer à narguer toute une nation, un grand peuple comme nous, humilié par un petit pays comme celui-là. Parce qu'il y a toujours des complices de l'Est, des dirigeants de l'Est dans cette affaire-là. Et M. Kamere est du nombre. Merci beaucoup, Lambert. Alors, parce qu'il y a des questions directes, M. Kamere, vous ne pouvez pas vous dédouaner. Non, je ne peux pas me dédouaner, voilà. Mais je commence par M. Lambert. Par le thème de savoir, je crois qu'il doit avoir plus de 30 ans. Donc c'est un adulte. Et débiter des choses comme ça, si la radio mondiale, ça ne ressemble pas à l'image que nous devons donner de l'élite congolaise. Si lui pense encore Est-Ouest, alors il est en train de nous replonger en arrière parce qu'il oublie que Mobutu, qui a dirigé ce pays pendant 32 ans, était comme de l'Ouest, et quand le pays avait été envahi en 1994, ce n'était pas un dirigeant de l'Est qui était à la tête du pays, c'était un dirigeant de l'Ouest. C'était une discussion de basse besogne, et c'est une injure qu'il fait à toutes ces populations de l'Est qui sont en train d'être violées, tuées. Quand on parle de 6 millions de morts, M. Lambert,
c'est à l'est du Congo. Alors il faut faire attention à ce que vous dites. Vous êtes certainement en train de faire parler votre cœur au lieu de faire parler la tête, mais c'est pas très grave. Nous disons à monsieur Olivier qui a posé une question en rapport avec Artemis. La brigade d'intervention qui vient a une mission offensive, donc à quelques différences près ressemble à Artemis. Mais j'ai dit qu'il faut lui préparer un contexte. C'est comme quand vous voulez semer une bonne semence, il faut labourer le champ. Et donc nous devons, si le plan interne, privilégier le processus politique, les dialogues entre nous pour créer la cohésion nationale et le consensus national. Sur le terrain, nous devons savoir qu'il y a des groupes armés nationaux et internationaux. La résolution du Conseil de sécurité a fait une confusion malheureuse. On ne peut pas mettre les Maï-Maï au même niveau que les FDLR. C'est une injure pour les Maï-Maï. Et nous disons, s'agissant des FDLR, il y en a qui acceptent de se démobiliser, qu'on essaye et qu'on voit avant de commencer à les frapper, puisque vous allez frapper indistinctement les civils et les groupes armés. Les Maï-Maï ressemblent aux populations civiles. Quand vous avez fait la distinction. Donc, ils opèrent la nuit, oui, la journée. Ça sera un problème. Et ils ont la complicité de la population locale. Quand ils rentrent, ils parlent dans sa langue. Vous faites quoi? Nous disons à M. Olivier que nous devons tous participer à cette opération. Les leaders politiques, pas seulement de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Et de la force. Le Congo, il est un indivisible. Et le discours du genre de M. Lambert favorise justement l'afghanisation de notre pays, la balkanisation de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut couper des gens de l'Est d'un côté et l'Ouest de l'autre côté. Je ne suis pas de cet avis. Nous devons tous nous battre pour que la paix soit partout, puisque à l'Ouest, le Congo est en train de faire face à une situation insécuritaire qui couvre. Il oublie peut-être qu'il y a 4000 Ignélés dans la Likuala, ici à Brazzaville. On les oublie, mais ces gens, ils souffrent. Ils doivent rentrer chez eux à l'Équateur. Il oublie qu'au moment où nous parlons, les éléments de Séléka ont pris le contrôle de Bangui et qu'il y a des réfugiés qui se trouvent à Gemena et à Zongo et que les gens souffrent là-bas. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Il oublie que dans les Kasaï, les gens souffrent, ceux qui sont à la frontière avec l'Angola et ceux qui rentrent. Donc c'est un problème national qui concerne tout le pays. Je voudrais dire à celui qui a posé une question directe. Il dit, M. Kamere, si vous étiez président de la République, Inch'Allah, que Dieu l'entende. Mais je voudrais dire ceci, ce n'est pas une question d'être président de la République ou pas, c'est une question d'aimer son pays. Là où on est, pour être leader, il ne faut pas tant seulement devenir président de la République. Nous disons ceci. Nous avons le volet interne. Nous, les Congolais, nous avons arraché l'indépendance. Ce n'était pas pour que nous nous amusions. On a arraché l'indépendance, le Congo est au même niveau que le Canada. Mais aujourd'hui, le Congo est le dernier de la planète selon l'indice du développement humain. Ce ne sont pas les extraterrestres qui sont venus casser le Congo, c'est nous-mêmes. À cause de querelles entre individus, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la première chose, nous devons nous approprier la souveraineté de notre pays, gagner la paix ensemble et nous réconcilier et avoir une vision partagée d'un grand Congo. Deuxième élément, c'est l'armée républicaine. Cette armée doit être battue sur des standards internationaux connus, sinon ça sera la débâcle. Troisième élément, c'est au niveau externe. Nous devons proposer aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, aux 9 voisins qui nous entourent, dire que c'est nous les Congos, c'est nous l'éléphant. Nous sommes couchés, nous allons nous lever. Il faut une diplomatie. Voilà, nous allons nous lever. Si nous marchons, vos conditions vont s'améliorer. Ce que vous prenez chez nous par infraction, ça pourra se faire et de façon bénéfique par la coopération régionale et sous-régionale. Voilà, nous avons deux derniers auditeurs qui doivent intervenir aussi rapidement et puis on va conclure avec vous, Monsieur Kamere. Docteur Bintou, vous êtes à Béni, rapidement 40 secondes. Bonjour Docteur Béni. Merci beaucoup. 40 secondes, il faut être précis, concis. Bon, moi, la stabilisation de la RDC passe par 5 points suivants. Le premier point, il faut avoir un leadership fort à la tête de la RDC, respectable au niveau interne et externe. 2. Le renforcement du système de défense avec le principe de la méritocratie et non du clientélisme et tribalisme où l'armée est composée de plus de 60% de personnes parlant une même langue, des primes à la guerre doublées de mixage, troisième, rapidement, docteur. Avec l'argent de la République. Troisième point. Rapidement, parce que... nationale et le fait de vivre ensemble, comme l'ont aussi démontré les Congolais malgré la guerre. Quatrièmement. L'organisation d'un dialogue sincère et sans tabou, où prendra part tous les groupes armés et l'opposition non armée, afin de trouver une solution globale et globalisante. Et cinquièmement, accepter l'intégration régionale et économique entre les pays de la région, tout en préservant nos frontières. Voilà. Merci beaucoup, Dr Bintou. Bertin, Bertin, vous êtes à Riwara. Vous allez aussi conclure en 30 secondes. Bonjour Bertin.
Bonjour, je suis Bertin, je suis à Riwara. Ma préoccupation est la suivante. Non, rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes, Bertin, parce qu'on n'a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité. Je salue. Parce qu'on a qu'une minute qui nous reste. En face de vous au studio, et que j'ai connu à Goma. En l'entendre parler, vraiment, il semble détenir la thérapeutique et susceptible de guérir ces grands malades qu'est la République démocratique du Congo. Hier, il était dans la majorité et connaît donc ses acteurs. Maintenant qu'il est dans l'opposition, quel est son apport pour rapprocher les deux pôles, puisque la stratégie qu'il avait dommage, Bertin, parce que là, on doit conclure avec... On a compris déjà la question, Bertin. Monsieur Caméré, on va conclure. Non, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Je remercie Bertin. Mon apport sera le même. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale, j'étais dans la majorité, mais j'étais l'église au milieu du village. J'ai permis et j'ai démontré que l'opposition et la majorité peuvent cohabiter et faire avancer le Congo. Ma contribution aussi, c'est de dire que c'est que notre ami qui a énoncé les 5 principes vient de dire. Nous avons un déficit de leadership, nous devons nous approprier notre pays, nous devons avoir une vision ambitieuse et partagée de ce grand Congo, nous devons combattre les antivaleurs sous toutes leurs formes, nous devons bâtir une armée, construire l'État et une justice. Sans une justice distributive, on ne fera rien. Mais en attendant, il faut instaurer une cour spéciale à l'Est. S'agissant de la brigade, puisque c'était le sujet du jour, la brigade est la bienvenue, mais il y a des préalables. Cohésion nationale, consensus, mais aussi sensibilisation sur le terrain et prendre des contacts avec les groupes armés. Leurs leaderships sont connus pour qu'ils comprennent qu'on vient pacifier l'Est du Congo. Et pour peu que ces gens prétendent se battre pour l'émergence de la paix à l'Est, ils doivent pouvoir coopérer. Et je pense qu'en faisant ainsi, nous allons éviter et la somalisation et la balkanisation de l'Est et de notre pays. Nous devons rester vigilants, puisqu'en cas de victoire, ça peut toujours aussi conduire à une balkanisation, puisque les intérêts sont toujours contradictoires. Et en cas d'échec, c'est encore pire. Nous devons ouvrir les yeux et comprendre que le gouvernement congolais, dès à présent, doit préparer des brigades entières pour prendre les relais de cette force d'intervention et éviter, et c'est une honte, on se réjouit, je vois le ministre des Affaires étrangères qui se réjouit, que finalement la brigade d'intervention viendra faire la guerre à la place de notre armée. C'est une démission. Ils devaient tous démissionner, c'est grave ça. Voilà, merci beaucoup Monsieur Vital Caméré. Nous rappelons que vous êtes un homme politique et nous vous avons reçu dans cette émission en tant que témoin du processus politique pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. On vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup de m'avoir invité comme expert. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou l'a réalisé, J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gaka. Bonne fête des travailleurs à tous les travailleurs du Congo. Je vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bonne suite des programmes sur Radio Okapi et réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net. À très bientôt.